Bienvenue dans cette série, c'était mieux avant. Parce qu'avant, on savait s'amuser, avant la vie était belle et les jeunes respectaient les anciens. Et pour cette petite série, j'ai décidé de vous parler d'un jeu sorti en 2003, répondant au doux nom de Edenstein und Reich, un jeu signé Rainer Staup, édité par Alea, qui est une filiale de Ravensburger, qui plaçait là des jeux de l'intelligence pure. C'est un jeu sorti en 2003 qui a eu l'extraordinaire privilège d'être élu Trick Track d'Or 2003, c'est-à-dire que les gens qui surfaient sur Trick Track et qui à l'époque savaient ce qu'était un bon jeu ont décidé d'en faire le jeu le plus mieux de l'année après en avoir testé un gros paquet. Ce jeu est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 9 ans pour des parties de 45 à 75 minutes. C'est un jeu à la fois simple et efficace, familial, facile mais compliqué de l'intelligence pure. Notre ami Rainer Staup nous propose de nous mettre dans la peau de spécialistes de la joaillerie. On va s'affronter avec les adversaires pour être celui qui va avoir en fin de manche la majorité sur des pierres rouges, des pierres jaunes, des pierres vertes et des pierres bleues. Pour jouer à tout ça, la règle, la voici, elle était exclusivement en allemand. À l'époque, le jeu n'était pas sorti en français. D'ailleurs, je crois bien qu'il n'est jamais sorti en français. C'est un jeu que vous allez avoir du mal à trouver dans le commerce puisqu'il est épuisé, il n'existe plus. Vous risquez de le trouver d'occasion. Donc cette règle est en allemand, elle est assez courte, illustrée. Il y a du texte sur les cartes, ce qui rend l'approche difficile, mais à l'époque, dans ces années-là, il y avait des internautes qui prenaient sur eux, ils maîtrisaient l'allemand et ils réussissaient à nous produire de petites règles comme ceci. On la photocopiait, on l'avalait sur Internet, car Internet existait à l'époque, on se l'imprimait et on pouvait y jouer. Alors de quoi donc il est question? Je vous l'ai dit, vous êtes joaillier et vous allez vous battre avec vos adversaires pour devenir majoritaire. C'est un jeu qui va se jouer en tours, on va jouer un certain nombre de tours en fonction du nombre de joueurs. C'est plus ou moins différent, ça va être 6 tours, 7 tours, 8 tours, tout dépend du nombre de joueurs. Là on va parler d'une configuration à 4 qui est à mon avis la meilleure configuration. Donc 8 tours, mais on va le faire 3 fois, ça se pratique en 3 manches. Il va y avoir 3 comptages. Le principe est le suivant, c'est un jeu de cartes. Il va exclusivement et essentiellement être question de cartes et tout va se passer avec des cartes. Chaque joueur a dans sa main 3 cartes, en tout cas quand on joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Quand on joue à 5 joueurs, il y a une petite carte supplémentaire, mais aucun intérêt pour le moment. Le mieux, c'est d'y jouer à 4. Ces 3 cartes, chaque joueur les a. Il va être question de pierres précieuses, c'est-à-dire que l'on va se battre pour récupérer un certain nombre de pierres précieuses. Il va être question d'argent, on va se battre pour récupérer de l'argent. Et il est question de cartes actions, de cartes événements, car l'on va se battre pour récupérer des cartes événements. Chaque joueur, je vous l'ai dit, a la même. On a en début de partie un petit stock de pierres précieuses, car quand on est commerçant, on est négociant, si on n'a rien pour négocier, eh ben, on n'avance pas et la vie est très triste. Donc chacun va partir avec un certain nombre de pierres précieuses, tous équivalents, on en a 3 de chaque, c'est équilibré. Il y a là un petit paquet de cartes qui a été mélangé, comme ceci, de manière aléatoire, hop, qui est mis face cachée. Ce sont les cartes pierres précieuses, je vais les montrer ici à cette petite caméra, les cartes pierres précieuses et les cartes argent. Vous avez ici un nombre de pierres précieuses, c'est un lot, et ici une valeur d'argent. Ce sont des choses que l'on va pouvoir récupérer. Et il y a ici un petit paquet comme ça, grisâtre. Ce sont les cartes événements qui, pareil, elles sont mélangées comme ça, de manière aléatoire et fort habile, et elles sont posées face cachée sur la table. Chaque tour de jeu va se dérouler de la même manière. On va retourner une carte événement face visible, que l'on va mettre comme ceci. Tout le monde va pouvoir la voir, tout le monde va pouvoir y accéder. On va ensuite retourner face visible devant chacun des joueurs une carte avec un lot de pierres précieuses et un chiffre qui est au-dessus, l'argent que l'on peut récupérer. Imaginons que l'on joue à 4, on se retrouve donc avec 4 cartes. Voilà. Moi, j'ai cette carte-là devant moi, c'est une carte qui me propose 2 pierres rouges ou 4 d'argent. Mes adversaires ont ces cartes-là devant eux. Lui, là, il a 2 pierres violettes et 5 d'argent. Lui, il a 2 pierres violettes et 4 d'argent. Lui, il a 2 pierres jaunes et 5 d'argent. Il faut savoir que les valeurs sur les cartes peuvent aller jusqu'à 4 pierres précieuses offertes en lot, n'est-ce pas? Et jusqu'à, je crois, une valeur qui va monter jusqu'à 7 d'argent. C'est énorme, c'est assez fort. Une fois que ces cartes-là sont révélées, on a maintenant 3 choses sur lesquelles se battre. Moi, je vais décider de me battre soit pour les 2 pierres rouges qui sont devant moi, soit pour récupérer 4 d'argent qui est devant moi, soit pour récupérer la carte action qui est ici. Ces cartes actions sont aussi diverses que variées. Elles ont des actions
instantanées que l'on va appliquer immédiatement quand on va les récupérer, ou on va les garder pour le comptage. Alors elles sont diverses, elles vont nous permettre de récupérer des points au moment des majorités, etc., etc. Enfin, peu importe, il y en a une à la vente, enfin en tout cas accessible, et on va regarder maintenant comment on se les procure. Chaque joueur, en son âme et confiance, après avoir réfléchi très longuement à ce qui l'intéressait, après avoir analysé ce qui pouvait intéresser les adversaires, donc là c'est un peu limité parce qu'on a tous 2 pierres, donc on va tricher un petit peu pour vous montrer l'intérêt de la chose. On est comme ceci, on est comme cela. D'accord? Donc là, je regarde mes adversaires et je me dis, tiens, lui, probablement qu'il va vouloir se battre pour avoir les 4 pierres qui sont devant lui. Lui aussi risque de vouloir se battre pour les 4 pierres qu'il a devant lui. Moi, j'ai que 2 pierres, peut-être c'est pas intéressant, c'est peut-être le moment de me battre pour la carte qu'il a. Enfin bref, après avoir analysé ce qu'ont les autres devant eux, je vais choisir la carte que je vais vouloir utiliser. Donc, on va dire que je vais prendre, par exemple, parce que je suis malin, la carte action et je me dis que personne ne va la vouloir. Je la pose devant moi. Chacun de mes adversaires va faire pareil secrètement, en même temps. Lui, il va dire qu'il veut les pierres précieuses, lui, les pierres précieuses, et lui, il va dire qu'il veut l'argent. Une fois que tout le monde a décidé ce qu'il faisait, on révèle, on ne peut pas revenir en arrière, on révèle comme ceci. Et c'est là que les ennuis commencent. Nous sommes 4 joueurs. Donc, potentiellement, il y a au moins 2 joueurs qui auront joué la même carte. Et c'est là que les ennuis commencent. Si je suis le seul à avoir misé pour un type d'action, c'est-à-dire pour récupérer les pierres ou pour récupérer l'argent ou pour récupérer la carte événement, si je suis le seul à avoir joué de cartes pour ce truc-là, je le récupère tout seul, il n'y a pas de problème, j'ai réussi mon coup, j'ai bien analysé et hop, je prends la carte devant moi. Si jamais je ne suis pas le seul, qu'on est plusieurs, là, 2 cas de figure. Si nous sommes plus de 2, c'est-à-dire 3 ou 4, eh bien c'est perdu, l'action n'est à personne, tant pis pour nous, on n'avait qu'à un peu mieux réfléchir, on n'avait qu'à pas vouloir se battre pour la même chose, donc personne ne fera rien. Si on est 2 joueurs à avoir utilisé la même carte pour la même envie, c'est-à-dire par exemple dans ce cas-là, mes 2 adversaires qui ont choisi tous les 2 de se battre, d'ailleurs je me suis trompé, on va dire comme ceci, tous les 2 ont décidé de se battre pour les pierres précieuses. Là, il va y avoir négociation, ils vont devoir discuter entre eux. Et vous allez voir la finesse et la subtilité et la fourberie de ce monsieur Reinerstop. Avec quoi on négocie? Avec des pierres précieuses. C'est-à-dire que l'un des joueurs, alors en général c'est celui qui possède le moins de pierres rouges et en cas d'égalité celui qui possède le moins de pierres jaunes, etc., etc. Enfin peu importe, vous regarderez dans la règle si jamais vous trouvez le jeu. Celui qui a le moins de pierres précieuses donc va faire une proposition à l'autre. Il va lui faire une proposition en pierres précieuses, sachant que l'autre va soit accepter le lot de pierres précieuses offert par son adversaire, soit devoir lui proposer un lot supérieur en quantité ou en valeur, sachant qu'on a une petite carte ici qui nous rappelle la valeur. La pierre rouge est plus chère que la pierre jaune, qui elle-même est plus chère que la pierre verte, qui elle-même est plus chère que la pierre bleue. Donc là, les 2 vont devoir s'arranger. On va dire que lui dit, je vais te proposer une pierre bleue. Comme il se bat sur du vert et du rouge, les pierres bleues ne nous servent pas à grand-chose. Je vous rappelle, on se bat pour avoir une majorité de pierres précieuses au moment du comptage. L'autre, il va dire, ah ben non, moi je n'en veux pas, je vais te proposer, par exemple, une pierre bleue, 2 pierres bleues. L'autre, il va dire, ah ben non, moi ça ne m'intéresse pas, je vais te proposer une pierre jaune et une pierre bleue. On a plus de valeur, etc., etc., jusqu'à ce que vous voyez, il y a un moment donné où ça devient ridicule de se battre, c'est qu'on va donner plus de choses à l'adversaire. Ça devient intéressant d'essayer de le piéger, puisqu'on risque de récupérer parfois plus de choses intéressantes pour soi par rapport à ce qu'ont les autres, etc., etc. Une fois que l'affaire est réglée, il y en a un qui va récupérer les pierres précieuses proposées par l'autre, l'autre va récupérer les pierres précieuses au milieu de la table, en tant que c'est lui, il a récupéré 2 vertes et 2 rouges. On remet toutes les cartes. Bon, lui, il a récupéré l'argent, donc il a marqué 5, donc il va récupérer 5, donc voilà, 5 millions, on a des petits jetons avec des valeurs. Alors c'est très rigolo parce que là, ils ont mis 5 millions de millions, vous voyez, mais si on les retourne, parce que c'est difficile à lire, ben, il n'y a marqué que 5, donc c'est pareil. Donc lui, il récupère son argent. Une fois que c'est terminé, chaque joueur va récupérer la petite carte action qu'il a jouée. Donc moi, j'avais joué pour la carte Vertum que je récupère devant moi. Lui, il a joué pour la carte machin qui récupère là. Lui, la carte machin qui récupère la face cachée. Lui, il récupère ceci. Les cartes qui ont été mises au milieu sont défaussées dans la fosse commune ici. Et on recommence un nouveau tour. On révèle une nouvelle carte action. On redonne à chaque joueur une carte avec un lot de pierres et de l'argent. Et on recommence. Chaque joueur va sélectionner une carte de sa main et dire ben voilà, là pour le coup, lui, comme il est en train de se battre sur telle couleur et telle couleur, ça va peut-être pas l'intéresser de récupérer des pierres, il va peut-être se battre pour l'argent. Comme cette petite carte-là, c'est un saut fort, c'est une carte qui dit qu'on va supprimer une pierre aux adversaires, peut-être ça va l'intéresser pour pouvoir récupérer une majorité, parce que comme les pierres sont visibles de tous,
On va pouvoir voir qui se base sur quel type de majorité, etc. etc. Tout est visible, tout est clair pour tout le monde. Donc on va choisir, on va se répartir les choses, on va négocier s'il faut négocier, etc. etc. Juste ça, on fait ça 8 fois quand on joue à 4 joueurs. Une fois que c'est terminé, ces 8 trucs, on regarde les majorités. Donc on va regarder qui a le plus de pierres rouges. Donc dans ces cas-là, celui qui a le plus de pierres rouges va marquer 14 millions qu'il va immédiatement récupérer. Celui qui a le plus de pierres jaunes, il gagne 12 millions. Celui qui a le plus de pierres vertes, 10 millions. Celui qui a le plus de pierres bleues va gagner 8 millions. Et là, vous vous dites, ah ouais, d'accord, mais bon, si je suis devant en rouge, je vais gagner tout le temps. Eh bien, c'est pas si simple que ça, car M. Reinestop est un vicieux. Quand on a une majorité dans une couleur de pierres précieuses, on empoche l'argent et on rend la moitié des pierres précieuses que l'on possède. La moitié part à la baille, retourne dans le pot commun. C'est extrêmement important puisque du coup, au début de la deuxième manche, je vous l'ai dit, on joue 3 fois, vous allez avoir des informations différentes sur chaque joueur, puisque vous pouvez très bien avoir été le deuxième et pas marqué de points au premier tour, et très en retard, mais du coup, comme les autres joueurs ont perdu la moitié de leurs pierres précieuses, vous passez en tête dans certaines couleurs, et vous avez un nouveau départ avec une nouvelle situation à analyser pour les 2 manches suivantes. Les cartes événements, les cartes actions sont intéressantes. Une fois qu'on est au comptage, on les regarde. Alors il y a des cartes qui, au moment du Vertum, par exemple celle-ci, vous dit que pour chaque pierre que vous possédez verte devant vous, vous allez marquer 1 point de victoire supplémentaire. Vous avez des pierres, des Vertung qui vous permettent... Alors ça marche aussi pour les bleus, hein, ici comme ça. Vous avez des cartes comme ceci qui dit que si vous êtes majoritaire dans la couleur verte, ben vous marquez 6 points supplémentaires. Inutile de vous dire qu'il vaut mieux être majoritaire dans la couleur verte, sinon la carte part à la poubelle, car effectivement, quand on a terminé le comptage, à la fin de chaque manche, les cartes que l'on avait devant soi, qu'elles aient été utilisées ou pas, sont perdues, elles retournent à la défausse, elles n'apparaîtront pas, elles sont définitivement éliminées, donc il va falloir les utiliser avec finesse et justesse. Un petit détail que j'ai négligé, c'est que pour les cartes événements, quand il y en a une comme ceci et que parfois elle ne vous intéresse pas, vous avez le droit de la mettre en dessous du paquet au moment, si vous tentez que vous gagnez la carte action et d'en prendre une face cachée, du hasard, de l'opportunisme, hop, et vous la mettez face vide devant vous. Alors parfois ça peut poser problème parce que vous voyez, quand on pioche cette petite carte, ça veut dire que là du coup, on doit rééquilibrer ces couleurs qui sont rayées et là ça peut bien nous poser petit problème si on est effectivement en tête en rouge et en vert. Donc on essaye, tant bien que mal, de ne pas trop piocher face découverte, mais parfois on n'a pas d'autre chose à faire que ça. Et au niveau du comptage, il y a ces petits Vertung-là qui sont des petites cartes, des contrats que l'on accumule devant soi. En plus de marquer des points en fonction des pierres précieuses, il y a 10 points pour le premier joueur qui possède le plus de ces petites cartes-là et 4 points pour le suivant. Il y a des petites subtilités que vous lirez dans les règles. Quand on est à égalité sur une couleur, eh bien on partage et on ne perd que 2 pierres de la couleur. C'est moins efficace. Enfin bref, c'est Edelstein Unreich. Vous n'avez pas grand-chose à faire à votre tour, si ce n'est choisir une carte action et appliquer la chose que vous avez choisir, c'est-à-dire prendre des pièces, de l'argent ou une carte action. C'est tout. Ça a l'air de rien, mais quand on le pratique, c'est chafouin, retors. Il faut l'esprit qui va dans le sens du jeu. Si on n'a pas l'esprit de calcul, si on n'a pas l'esprit de sacrifice, c'est-à-dire de la bonne gestion des pierres que l'on a devant soi, parce que parfois, on va tenter de récupérer des pierres, non pas pour avoir des majorités, mais pour négocier avec quelqu'un contre qui on serait à un moment de négociation, pour lui filer des pierres qui l'intéresseraient lui, pour récupérer des choses, etc. etc. C'est fin, croyez-le-moi, sinon ça n'aurait pas eu le Trick Tracker 2013, certainement 2003, une époque où l'on savait ce qui était bon, une époque où l'air n'était pas pollué, où le chômage n'existait pas. Edelstein Unreich, ça n'existe plus. Il ne vous reste plus qu'à fouiller dans les vides greniers ou essayer de le trouver sur le forum de Trick Track, à la vente à l'échange, peut-être. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel C'était mieux avant, car vraiment, avant, c'était mieux.